Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de livres. Alors dans ce nouvel épisode je voulais te parler de mes dernières lectures, te les résumer, te les raconter et te dire surtout ce que j'en ai pensé. Alors juste il faut que je fasse un disclaimer parce que c'est hyper important pour moi, je n'ai pas fait d'études littéraires donc j'ai suivi un parcours scientifique. Mais j'aime les livres, j'aime lire les livres, c'est quelque chose vraiment qui me passionne, qui m'anime. Donc j'ai créé ce podcast pour pouvoir en parler. Mais sache que peut-être que mes critiques vont être maladroites ou alors peut-être pas très pertinentes aussi. Je n'ai pas été formée pour ça. Mais ce sont des avis, juste des avis sur ces livres-là, des avis d'une passionnée de lecture. Enfin, disclaimer fini, je voulais absolument le dire parce que c'est important. Mais sinon voilà, trêve de blabla, je vais te laisser avec l'épisode. Alors pour le premier livre dont je vais te parler de Nos résiliences d'Agnès Martin-Lugan. Si tu écoutes mon podcast, tu as dû entendre parler de cet auteur dans le 3e épisode. Mais dans ce livre-là, Agnès Martin-Lugan va nous présenter Eva et Xavier qui sont un couple. Qui sont ensemble depuis une quinzaine d'années. Ils ont 2 enfants ensemble, ils sont mariés, tout se passe bien. Voilà, ils sont tous les deux encore très amoureux. Donc Eva est galeriste, elle a une galerie d'art. Et Xavier est vétérinaire et il a une clinique vétérinaire. Donc et professionnellement et personnellement, tout se passe bien. Jusqu'au jour où Xavier malheureusement va être victime d'un accident de moto qui va aussi impliquer une cycliste qui passait par là et qui a été percutée. Alors là se fait la bascule, c'est cet événement-là qui va tout bouleverser dans la vie d'Eva, parce qu'Eva va devoir tout gérer les enfants, comme je te le disais, elle a 2 enfants avec Xavier, et gérer aussi tout l'aspect technique, donc elle arrêter de travailler pour pouvoir accompagner Xavier, s'occuper de la clinique de Xavier pendant son absence, et veiller aussi sur Xavier, tout en rassurant les enfants. Donc elle se retrouve un petit peu prise dans un tourbillon, déjà un tourbillon très bouleversant parce que c'est quand même pas une bonne nouvelle. Alors ça c'est le résumé. Moi ce que j'en ai pensé, il est bien, il est déjà bien au-dessus de ce que j'ai lu de cette même auteure, donc je trouve que sa plume me correspond un peu mieux, mais ce n'est pas du tout, encore une fois, une plume qui arrive à m'embarquer. Je n'arrive pas du tout à embarquer. Il y a eu un épisode qui est décrit, qui était vraiment censé m'émouvoir, me porter complètement et qui est tombé à plat parce que ça ne l'a pas fait avec moi. Je n'arrivais pas à ressentir l'émotion que voulait, j'imagine, transmettre Agnès Martin-Lugan. Donc c'est un livre qui est très léger, qui est très intéressant. Eva je la trouve très forte, mais à côté de ça, je trouve qu'elle se plaint beaucoup. Xavier aussi, il est très traumatisés par cet accident-là. Ils se sentent extrêmement coupables, donc c'est assez particulier de voir ces 2 personnages-là, d'accompagner l'un. On accompagne surtout Eva parce que c'est et le personnage principal et le narrateur. Et Eva va rencontrer quelqu'un qui va venir encore ajouter une couche à tout ce tourbillon. C'est vraiment lui qui va tout accélérer. Alors c'est un roman que je conseillerais vraiment, c'est un vrai roman d'été pour le coup, c'est un roman qui se lit facilement, qui est très émouvant par moments, mais qui moi n'a pas réussi à me porter, n'a pas réussi à m'emporter dans l'histoire. J'ai lu cette histoire-là avec une certaine distance, et moi je n'aime pas, j'adore être immergée complètement dans l'histoire, ce qui n'a pas été le cas avec ce livre-là. Ça reste quand même un livre très chouette, une histoire très émouvante, très attendrissante, les 2 personnages sont très touchants, mais je suis restée sur ma faim. Je pense aussi que j'étais partie avec un a priori par rapport à Agnès Martin-Lugan, et ouais, ça ne l'a pas fait avec moi, vraiment, vraiment pas. Mais je concède que le roman est bien construit, les personnages sont très touchants, hein, on s'attache aux personnages. C'est juste que moi la plume ne me correspond pas. Ce n'est pas une plume qui arrive à me happer, à m'attirer, vraiment pas. Donc voilà, c'est dommage. Du coup, mon avis est assez... je ne dirais pas mitigé. Allez, mitigé plus. C'est-à-dire que ce n'est pas super, ce n'est pas bien, en tout cas à mon avis. Et ce n'est pas non plus mitigé. Ça reste... voilà. C'est... Je vais pas donner une note à un livre, mais est-ce que mitigé plus va comme avis? C'est quand même un livre qui se lit très facilement. On est, comme je te disais, attendri par les personnages, donc moi c'est génial. Une fois que les personnages sont bien construits, sont bien faits, sont attendrissants, c'est le plus important je pense dans un roman. Mais
bon, moi je n'arrive pas vraiment à accéder complètement à l'histoire quand il s'agit d'Agnès Martin-Lugan. Bon, bah, c'est dommage pour moi. Là, je vais passer au deuxième roman dont je vais te parler, et le deuxième, c'est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. J'en parlais encore de Joël Dicker dans le dernier épisode, je pense, donc tu peux l'écouter, c'est l'épisode 4, c'est ça, et là c'est le 5e. C'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Joël, qui va louer une chambre dans un hôtel, dans un palace, le Palace Verbier, et en louant une chambre là-bas, il va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de chambre 622. Les chambres sont numérotées comme suit, donc 620, 621, 621 bis et 623. Donc il n'y a pas de 622 et ça l'a questionné, surtout que l'écrivain, donc Joël, va rencontrer un autre personnage qui est le personnage de Scarlett, qui est une jeune femme qu'il va rencontrer dans l'hôtel, et ils s'interrogent l'un l'autre sur cette absence de chambre 622, et en interrogeant le personnel de l'hôtel, ils vont se rendre compte que c'est très nébuleux cette affaire de chambre 622, qu'il y a beaucoup de non-dits autour de cette chambre 622. Ils vont donc enquêter sur cette fameuse chambre 622 et ils vont se rendre compte qu'en fait plusieurs années auparavant il y a eu un meurtre dans cette chambre là, et donc là va découler toute l'enquête qui va suivre. Alors ce roman-là m'a confirmé ce que je pensais des livres de Joël Dicker. Je trouve que Joël Dicker écrit des histoires beaucoup trop compliquées. Je trouve qu'il prend mille routes sinueuses pour nous expliquer un truc qui au final est très simple. Après, ce que j'ai trouvé génial dans ce livre-là, c'est qu'on ne connaît pas la victime dès le départ. C'est-à-dire que c'est vers le dernier tiers, je pense, du livre, qu'on a l'identité de la victime, et du coup tout au long du roman on s'interroge sur la victime, et ça j'ai trouvé très bien fait, très bien joué de la part de Joël Dicker. Après, c'est un livre tellement long, il fait je sais pas combien de pages, moi c'est un gros pavé pour pas grand chose, vraiment. C'est une histoire qui est quand même captivante, on a quand même envie de comprendre, de dénouer toute cette histoire. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop long. On nous abreuve de détails très peu intéressants. On arrive à deviner quelques petites parcelles de l'énigme, alors que j'ai l'impression que Joël Dicker en fait tout un foin de ça, mais c'est assez simple à deviner. Après, la victime, moi je n'ai pas du tout deviné que c'était la victime, cette personne-là était la victime, donc ça j'ai trouvé bien joué. Mais encore une fois, ce livre est beaucoup trop long, il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus court. Et surtout, ça c'est une remarque que je me suis faite en lisant ce livre, c'est que Joël Dicker dans ce roman-là, il va rendre hommage à son éditeur qui s'appelle Bernard de Fallois ou Benoît de Fallois, je ne sais plus. C'est un personnage qui est très important dans la vie de Joël Dicker, donc c'est très bien de lui rendre hommage. Mais moi ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on revenait 3-4 fois pendant le roman sur ce fameux éditeur. Moi j'ai trouvé ça dommage, j'aurais préféré qu'il y ait un chapitre consacré à De Fallois et qu'on puisse passer à l'énigme, qu'on puisse passer à l'enquête sans revenir à chaque fois sur De Fallois. Ça j'ai trouvé ça dommage, en tout cas moi ça m'a dérangé. Et ce qui m'a aussi dérangé, j'ai trouvé aussi que ça cassait le rythme de l'enquête. C'est très émouvant, hein, c'est très cool qu'il lui rende hommage, mais j'aurais préféré qu'il lui rende hommage une fois pour toutes et qu'après on n'en parle plus. Ça, ce n'est que mon avis. Sinon, en gros, mon avis est assez positif. C'est juste que à la fin quand j'ai fermé le livre, je me suis dit enfin, je suis venue à bout de ce livre. Il était tellement long, tellement fastidieux, tellement trop. C'est beaucoup trop avec Joël Dicker. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop. C'est tellement riche en informations, tellement riche en détails que ça en devient lourd à lire, vraiment très 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 lourd. Donc mon avis est quand même positif parce que j'ai quand même été surprise à certains moments, assez déçue à d'autres aussi, mais c'est du Joël Dicker, j'ai l'impression qu'il ne change pas, c'est toujours la même chose. Donc si tu as lu du Joël Dicker et que tu aimeras forcément celui-là, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'était mon avis pour l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Pour la suite, je vais te parler de Chansons douces de Leila Slimani. Alors c'est un livre qui est sorti en 2016, ce n'est pas une parution récente, mais c'est un livre que je voulais absolument lire depuis très longtemps. Il était dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps, du coup depuis 2016. Hein. Et en fait, c'est l'histoire de Myriam, qui est une jeune maman de 2 enfants. Elle est mariée avec Paul, tout se passe bien, ils ont 2 enfants. Le problème, c'est que Myriam a quitté son boulot à la naissance de sa fille, parce qu'elle a une fille et ensuite un garçon.
Et maintenant, elle veut reprendre le boulot, elle s'ennuie beaucoup à la maison, elle adore ses enfants, c'est une mère qui aime profondément ses enfants, c'est juste qu'elle a besoin de travailler, de se sociabiliser pour être pleinement épanouie. Et donc elle décide avec son conjoint Paul de faire appel à une babysitter, plutôt à une nourrice, pas juste une babysitter mais vraiment une nourrice. Et donc ils font un casting et là ils tombent sur ce qui semble être la perle rare qui est Louise. Cette Louise a l'air d'être parfaite, elle a d'excellentes références et en plus dès le départ elle a l'air de s'entendre bien avec la fille aînée du couple. Est-ce que je spoil en disant ça? Mais il faut savoir que Louise, donc la nourrice, va tuer les enfants. Et ça, je ne pense pas te spoiler parce que c'est la première phrase du livre. La première phrase du livre, c'est « Le bébé est mort ». Donc on devine tout de suite que le bébé est mort parce qu'il y a une petite fille de 4 ans et un bébé de 10 mois, je pense, si mes souvenirs sont bons. J'ai beaucoup aimé ce livre, adoré ce livre. J'ai trouvé très bien, j'ai trouvé très psychologique. On suit le personnage de Louise qui est très, très dérangeante. Vraiment, c'est un personnage très intriguant. On n'arrive pas à cerner sa personnalité. Elle a une personnalité très 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 particulière. C'est une femme qui a une vie assez compliquée, qui a une vie très 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 douloureuse, qui a une vie aussi de travail, donc c'est une femme qui a une certaine, je ne sais même pas si elle a une certaine amertume. Et en fait ça se fait très progressivement. Et ce qui est bien avec ce livre là, c'est que rien n'est explicité, tout est suggéré, tout est dans la suggestion. Le personnage de Louise est vraiment, je trouve qu'il porte complètement le roman. Le roman ne serait rien sans le personnage de Louise. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Myriam et à Paul, mais j'ai trouvé ce roman assez frustrant par moments parce que, comme je te le disais, rien n'est explicité, tout est suggéré. Et moi, il m'aurait fallu plus de détails pour le coup. Vraiment, il m'aurait fallu plus de détails. C'est bizarre parce que ça me place dans une position de voyeurisme. À me dire je veux les détails de ce qui s'est passé, mais j'aurais vraiment voulu avoir plus de détails sur ce qui s'est passé, notamment lors du double meurtre et de la tentative de suicide de Louise. J'aurais vraiment voulu que cette scène-là, qui est une scène terrible, j'aurais préféré qu'elle soit plus imagée, plus décrite. Ce qui n'est pas le cas, mais je comprends le positionnement de Leila Slimani par rapport à ça. Après vraiment, en fait quand je l'ai terminé, je me suis dit il est génial, mais juste après je me suis dit j'en aurais quand même repris un peu. Mais sinon il est vraiment génial, c'est un prix Goncourt, donc ça prouve de sa qualité et de la plume de Leila Slimani. Elle nous embarque complètement, les personnages sont hyper bien construits et le personnage de Louise qui est complètement fou, qui est complètement dingue. Et ce qui est fou, c'est que cette histoire-là est inspirée de très très loin, mais elle est quand même inspirée d'une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis, d'une nounou qui a tué les enfants qu'elle gardait sans pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Et encore une fois, là aussi, on n'a pas vraiment d'explication. C'est un geste complètement inexpliqué, du coup, mais complètement qui sort de nulle part en fait. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression que Louise a prémédité les choses. Quoique, c'est juste une descente comme ça, une dégringolade dans les relations entre Louise et Myriam et Paul, qui sont donc le couple. Et surtout, Louise sentait venir le licenciement, si je puis dire, même si c'est pas un licenciement, mais on n'a plus besoin de toi pour les enfants. Et ça, j'ai trouvé ça terrible parce que j'ai l'impression que Louise était embourbée dans ses problèmes et il n'avait plus d'échappatoire. Ouais, je pense que c'est ça. Et c'est ça, je pense, qui ressort du livre de Leila Slimani. Donc, ça, c'est mon avis et c'est mes ressentis par rapport à ce livre-là. Donc voilà, avis très très positif, mais j'en aurais repris encore un peu, quoi. Voilà, le prochain, c'est Il était deux fois de Franck Tillier. Alors c'est l'histoire de Gabriel Moscato qui est un lieutenant de gendarmerie à Sagas, dans une ville dans les montagnes, une ville assez désolée, un petit patelin très, très, très morose où il ne se passe pas grand chose.
Et dans ce petit patelin-là, il s'avère qu'une jeune fille qui s'appelle Julie, qui a 17 ans, disparaît. Et cette Julie est la fille du lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Et donc Gabriel, pendant ses recherches, pendant qu'il faisait ses recherches sur la disparition de sa fille, il va se rendre à un hôtel et il va louer une chambre juste pour éplucher le dossier. Et là, il s'endort, on est en 2008, il se réveille, il se retrouve en 2020. C'est-à-dire que 12 ans de sa vie se sont effacés complètement de sa mémoire. Il s'endort dans la chambre 29, il se réveille dans la chambre numéro 7, donc il ne comprend rien. Il se rend compte déjà qu'il a 12 ans de plus parce que physiquement il a changé et il ne comprend plus rien, il est très confus. Et il va, en enquêtant sur ce qui s'est passé ces 12 dernières années, il va se rendre compte qu'il avait remonté beaucoup de pistes quant à la disparition de sa fille. Et ces pistes-là vont l'amener à démanteler un réseau complètement dinguissime. Mon avis sur le livre est 1000 fois positif. Mais genre positif 8000 quoi. J'ai adoré cette histoire-là, c'est du grand Franck Thillier. Moi je suis toujours prise dans les histoires de Franck Thillier. C'est hyper intéressant, c'est très interrogeant. Vraiment on est happé par l'histoire, on est captivé, on n'a pas envie de lâcher le livre. Moi, c'est ça un bon polar, c'est ça un bon thriller, c'est quand plus on en apprend, plus on se questionne, plus on a de questions et plus on a de réponses, plus on a de questions. C'est ça que j'aime dans les livres de Franck Thillier et surtout il nous emmène dans les abysses de l'âme de l'être humain qui est une âme très corrompue et très négative. Mais j'ai adoré ce livre-là, je l'ai trouvé hyper bien fait, très intéressant. J'ai trouvé que c'était un livre bien écrit. Encore une fois, on s'interroge du début à la fin. Le personnage de Moscato, on ne le comprend pas, on n'arrive pas à le cerner. C'est un personnage tantôt héroïque, tantôt bandit, voyou. On ne sait pas trop où se placer par rapport au personnage de Gabriel Moscato, qui est le personnage principal. C'est une histoire très noire, très glauque. C'est vraiment du grand Franck Thillier. Après, j'ai l'impression que plus je lis du Franck Thillier, moins je suis sensible au Franck Thillier. Je me rappelle que le premier roman que j'ai lu de Franck Thillier, c'était Rêver. Et c'était un livre qui m'avait fait peur. Ce n'est même pas un livre qui m'avait fait frissonner, mais vraiment il m'avait fait peur. Et j'ai l'impression que plus j'en lis, moins je suis sensible à ça, ça me fait moins frissonner, ça me hérisse moins le poil. Mais c'est un livre qui... J'ai l'impression que je deviens de moins en moins sensible à tout le côté sombre des livres de Franck Thillier. Plus j'en lis, moins je suis sensible. Et c'est juste une remarque, mais ça ne concerne que moi. Mais sinon, c'est un livre que je ne peux que te conseiller si tu aimes les thrillers. Je pense que c'est un thriller. C'est hyper bien fait, hyper bien écrit. Après, dans ce livre-là, il fait beaucoup référence à un autre de ses romans qui est Le manuscrit inachevé, que moi je n'ai pas lu. Il aurait fallu que je le lise en premier et après lire celui-là. Parce qu'apparemment, quand on lit Le manuscrit inachevé avant de lire Il était deux fois, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus claires. Moi, je n'ai pas lu Le manuscrit inachevé, mais je vais sûrement le lire bientôt parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie de comprendre. Et aussi, ça, Franck Thillier le fait à chaque fois. Il met une énigme à la fin des romans. Et moi, je trouve ça génial. Ça me surstimule. J'adore ça. Et j'ai pas encore résolu cette énigme. Enfin, elle est plutôt simple, mais j'ai pas pris le temps de... Je pense qu'elle est simple parce que... Bon. Mais je n'ai pas pris le temps de la résoudre. J'adore. Moi, les énigmes à la fin, je les trouve géniales. Donc, bravo Franck Thillier. Vraiment, c'est du grand art. Et les énigmes à la fin sont géniales. Et enfin, je vais te parler d'un livre. Génial. C'est Lettres d'amour sans le dire d'Amanda Steers. Mais c'est l'histoire d'Alice. C'est une femme, une dame qui a 48 ans. C'est une femme qui est une femme assez lambda. Elle est professeure de français. C'est une femme qui se compare au mois de novembre. Elle dit qu'elle n'a pas la féerie de Noël, mais qu'elle n'a pas non plus la chaleur de l'été. C'est un novembre gris. C'est une personne qui a l'impression d'être en noir et blanc, de ne pas avoir beaucoup de nuances, qui n'est pas contrastée. Et cette Alice, qui a donc 48 ans, va rencontrer un jour un Japonais pendant qu'elle se faisait masser dans un salon de massage. Et donc ce Japonais-là va la masser et elle va... Je sais pas comment dire, mais elle va être
intriguée par ce japonais-là et elle va ressentir quelque chose pour lui. Ça va complètement l'éveiller, la réveiller parce que c'est une femme qui avait une vie très routinière, qui s'ennuyait beaucoup dans sa vie, qui ne faisait pas grand-chose. Elle travaillait, elle rentrait chez elle, enfin il n'y avait pas grand-chose, c'était métro, boulot, dodo. Rien ne pétillait, rien n'était intéressant dans sa vie. Et cette rencontre va changer beaucoup de choses dans sa vie parce que évidemment elle ne va pas se déclarer, mais elle va lui écrire cette lettre, cette fameuse lettre d'amour sans le dire, et elle va tout lui raconter, la rencontre qu'elle a eue avec lui, qui est donc son masseur, et toute sa vie. Quel est son rapport aux hommes, quel est son rapport à l'amour, quel est son rapport à sa vie aussi, à sa personne. C'est un personnage que j'ai trouvé mais tellement émouvant. C'est un livre qui est d'une douceur mais inouïe. C'est un livre tellement touchant, c'est vraiment un bonbon. J'ai adoré les moments que j'ai passés à lire ce livre, je l'ai lu assez rapidement. Ça se lit très facilement aussi, c'est je pense aussi un livre est très estival parce que je pense qu'au bord de la plage on le lit assez facilement, donc c'est génial. Et surtout que je l'ai lu après Franck Tillier, donc ça a été une douceur, c'est comme prendre un dessert après avoir mangé un plat hyper lourd, mais j'ai adoré. C'est doux, c'est délicat, c'est tellement beau, c'est un livre, oui, extrêmement beau. Ça parle d'amour, ça parle du rapport d'Alice avec les hommes, avec certains hommes. C'est hyper intéressant et surtout, mais tellement doux. C'est vraiment le mot qui décrit le mieux, je pense, ce roman-là. C'est un roman qui est très doux, très tendre, très, très positif, très, je sais pas, très, très cocooning. Mais c'est un roman très détente. Vraiment, je l'ai lu et j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Mais ça nous réconcilie vraiment avec l'amour. C'est tout doux. C'est vraiment tout doux. C'est vraiment comme un nuage. C'est tellement bien fait. Ça nous emporte, ça nous embarque dans cette histoire. C'est très léger. C'est génial. J'ai adoré ce livre-là. Et j'ai été ravie de le lire. Vraiment, ce n'est pas le genre de livre sur lequel je me serais penchée comme ça de prime abord. Mais je l'ai adoré, vraiment. Pour le coup, là, mon avis est plus que positif. Hein. C'est un bijou, ce livre-là. Vraiment un bijou de douceur et de tendresse. Il n'y a pas à dire. Mais voilà, donc ça, c'était mon avis sur ces 5 livres-là. Je voulais, à la base, ne parler que des 4 premiers. Mais le dernier était tellement génial que je me dis, allez, rajoute-le à la sélection. J'ai adoré parler de tous ces livres-là. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à m'écouter en parler. J'espère que je t'aurai fait découvrir aussi des romans. Alors les romans viennent juste de sortir, ils sont tous sortis en 2020. Donc bon, on en parle, ils sont encore dans l'actualité. Sinon, j'espère que ça t'aura intéressé, ça t'aura diverti, ça t'aura réconforté, ça t'aura plu, juste ça. Donc voilà, j'espère te retrouver bientôt, normalement dans 2 semaines, hein, parce que j'essaie de sortir un épisode un jeudi sur 2, même si parfois je fais un peu d'avance ou un peu de retard, ça dépend. Mais en règle générale, toutes les 2 semaines, ça me va. Et voilà, je te dis à bientôt, j'espère. Voilà, je te laisse, bisous.